voudrais vous présenter les invités de Didier Moreau. Doudou Dienne, vous êtes juriste, vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination, de xénophobie et de l'intolérance. Ben oui, mais c'est votre titre. Et Christophe Mboarqué, vous êtes philosophe, essayiste, sénateur du Brésil. Et c'est à vous que je vais passer la parole en premier, parce que cette idée d'éduquer, je sais qu'elle vous tient beaucoup à cœur. Donc, comment vous voyez-vous évoluer la culture scientifique et son partage ? Bien. D'abord, je vais vous demander excuse à cause de mon français. Vous avez 30 ans, l'espace, et moi, j'ai fait cette année 50 ans d'arriver en France pour avoir mon doctorat, et je suis parti. Et une demi-siècle, c'est le temps suffisant pour oublier une langue étrangère. Là, c'est beaucoup. De toute façon, je suis très content d'être ici parce que j'aime beaucoup la ville, ce n'est pas la première fois, et d'autre part, j'aime beaucoup l'espace, à cause de cette idée magnifique de faire le pont entre les citoyens et les scientifiques, entre la connaissance et l'action. Et peut-être c'est là qui est le problème de la politique aujourd'hui. Nous avons des politiciens qui n'aiment pas la science. Et quelqu'un a parlé de ça. Et d'autres qui aiment la science démodée, c'est-à-dire pas la science. Il y a des politiciens qui n'aiment pas la connaissance par eux-mêmes, et surtout, ils n'aiment pas la connaissance parmi le peuple. Et d'autres qui aiment la connaissance, mais ils l'aiment assez. Et alors, ils n'aiment pas ce qu'on a et ce qu'on a aujourd'hui dans la science. Demain, on va avoir un séminaire sur l'inattendu. Ça, c'est formidable. Et je ne connais aucun autre espace où on peut discuter l'inattendu. L'inattendu dans le mer, dans les sciences, dans la technologie, l'inattendu partout. Malheureusement, c'est très difficile pour un politicien, je suis un, de travailler avec l'inattendu. Parce que le lecteur, il ne veut pas les mots de l'inattendu. Il veut connaître le futur. Quelqu'un a dit, j'ai pris note, la peur du futur. Un politicien ne va pas gagner une élection s'il parle qu'il y a peur du futur. Moi, j'ai peur du futur. Bien sûr, une peur avec le goût de celui qui aime l'aventure. Mais la peur quand même. Mais la peur que j'ai plus aujourd'hui, c'est la peur du fait que peut-être la démocratie n'a pas de futur. Ça, c'est drôle, parce que je ne vois aucun autre système meilleur que la démocratie. Mais comment la démocratie, qui est nationale, qui joue avec les courts termes, comment elle va comprendre, travailler, agir avec l'écologie? C'est un problème planétaire. Le lecteur, il est national. Il est même pas national, il est local. Comment la démocratie va travailler avec le long terme, le futur?
si chacun de nous, comme électeurs, nous n'avons pas appliqué 2, 3, 4, 5, 10 années pour attendre ce qui va arriver. Comment on va parler pour un électeur d'un problème de changement climatique qui ça va prendre 30, 40, 50 ans? Et pas ici, mais dans toute la planète. C'est pour ça que j'espère discuter pendant notre séminaire l'idée de l'épuisement de la démocratie. Je ne parle pas de la fragilité, c'est plus dur. Mais quand même, j'ai un espoir, c'est d'avoir des valeurs humaines, valeurs morales, planétaires, humaines, qui puissent donner un chemin pour la démocratie nationale et des court terme. J'ai peur, mais j'ai l'espoir. Et je crois qu'ici, dans l'espace Mendes-France, c'est un lieu où on n'a pas peur d'avoir peur. Et on a l'espoir d'avoir espoir. C'est pour ça que je suis ici et je remercie beaucoup vous de l'espace. Doudou. Doudou Diène, votre vision de ce rapport entre partage du savoir, partage de l'esprit scientifique, partage du questionnement et la démocratie. C'est-à-dire que comment, vous qui êtes juriste, comment vous voyez cette articulation? J'ai envie de commencer par une citation que j'ai lue récemment d'un grand sage bouddhiste tibétain qui s'appelait Tsongkhapa. C'est l'un des fondateurs d'une des grandes traditions du bouddhisme tibétain. Et il disait ceci, je crois que ça répond à votre question. Son texte s'appelle « Les 4 confiances ». Alors il disait ceci, appuyez-vous sur les mots, pas sur les personnes. Appuyez-vous sur les sens, pas sur les mots. Appuyez-vous sur l'essence profond et durable, pas sur l'essence interprète. Appuyez-vous sur la sagesse, pas sur le savoir. Voilà ce que disait Tsongkhapa. Et son livre s'appelle la progression vers la spiritualité. Je vous conseille de lire. Alors, moi je vais vous répondre à partir de moi, parce que vous savez, le thème ouvre à des réflexions larges, globales, où on peut beaucoup dire, mais je parle de moi. Moi je suis sénégalais, j'ai vécu l'époque coloniale, je suis venu étudier en France, Sciences Po, machin. J'ai travaillé à l'UNESCO 30 ans. J'ai lancé la route de la soie il y a 30 ans, d'autres programmes. Et depuis une quinzaine d'années, je travaille sur les droits de l'homme. Je suis un des enquêteurs de l'ONU et j'ai enquêté dans plus de 30 pays, partout. Et actuellement, je préside la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, où on est en train de tuer et massacrer. Donc, c'est tout ça qui est mêlé. Donc. Alors, science, moi, l'une des premières dimensions de la science que j'ai apprise à Dakar, au lycée colonial, j'étais là à la fin de la colonisation, c'était que pendant l'époque coloniale, l'un des produits les plus demandés par les savants aux colons qui étaient là, c'était des têtes, des crânes. On pense, oui, aux produits, le sel, le machin, le sucre, les mines. C'était les têtes qui arrivaient ici, là, au Muséum d'histoire naturelle. Et c'était pour étudier les crânes. La crânologie est venue de là. Donc, une science qui avait eu pour dimension vraiment d'étudier en quoi les races étaient hiérarchisées et différentes. Ils ont passé beaucoup de temps à étudier les crânes, les oreilles, les lèvres, les machins. Ils ont élaboré un savoir que nous savons abouti à ce que nous savons également. Donc la science, voilà, ça.
Et une autre dimension de la science que j'ai rencontrée dans mon travail aussi, c'est celle que j'ai rencontrée quand j'étais à l'UNESCO. Donc, le programme d'histoire du monde, de l'Afrique, de l'Asie était dans mon département. Et j'étais directeur du programme du dialogue interculturel, interreligieux aussi. Mais une des dimensions de la science sur laquelle, avec d'autres, nous avons travaillé, c'était mais comment se fait-il qu'un pays qui a, l'Allemagne, qui a eu cette éminence scientifique et philosophique, musicale, a abouti à Dachau, Buchenwald, l'Holocauste. Et comment, pendant cette époque-là, des scientifiques prenaient des enfants, des gens, les disséquaient pour confirmer leurs théories, leurs visions du savant. Et enfin, une autre dimension de ma rencontre avec la science. Désolé d'être précis, hein. Je ne veux pas être abstrait, ouais, parce qu'on est la nuit des idées. On est dans une époque où il faut faire comme les chasseurs traditionnels africains. Vous savez, Michel le sait, un chasseur traditionnel africain, quand il marche, chaque caillou qu'il voit, il le soulève pour regarder ce qui est en dessous avant d'aller là-bas. Il faut regarder ce qui est en dessous des cailloux. Et nous sommes dans une époque où, effectivement, de manière imperceptible, peut-être même en filigrane du thème qui nous a été proposé aujourd'hui, il y a une sorte d'émergence d'une nouvelle divinité, la science, avec la finance. Hein, l'autre divinité, elle est derrière, hein, elle manipule le reste. Mais la science devient le grand objet, etc. Fondamental, c'est très important, la science médicale fait des choses extraordinaires, ce qu'a fait Michel, d'autres gens. Mais moi, dans mon travail, j'étais rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme pendant 7-8 ans. J'ai enquêté sur une quarantaine de pays. J'ai des rapports de la Suisse au Brésil, un gros rapport sur le Brésil, au Japon, tout ça, etc., Canada. Je suis tombé sur un prix Nobel de sciences, James Watson, un des grands savants sur l'ADN. Son nom est au firmament de la science éminente. Bon. Et je l'ai cité dans mes rapports parce que je suis tombé sur ces textes. Watson disait que le noir était fondamentalement, physiologiquement inférieur aux blancs et aux autres. Prix Nobel, hein. Et il a dit des choses du même goût sur les femmes. Prix Nobel. Donc, voilà, science, oui, très important. Mais il faut faire comme les chasseurs traditionnels, les cailloux. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Je conclus, je ne vais pas citer banalement la notion de science sans conscience. Mais moi, je suis très sensible au spirituel, à la transcendance, aux choses de l'intérieur. Ce que disait ce grand maître bouddhiste Tsongkhapa. Appuyez-vous sur la sagesse, pas sur le savoir. Et la curiosité, non, je ne vais pas vous lâcher tout de suite. Et la curiosité, est-ce que c'est quand même quelque chose qui... Parce que le chasseur, quand il avance, il est ouvert sur le monde, il y a une ouverture, il y a une curiosité, il y a une envie de saisir tout son environnement pour ce qu'il est, pas à travers des opinions ou des idéologies, mais pour ce qu'il est concrètement. Cette valeur de curiosité, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si la curiosité est une valeur. La curiosité est un facteur dans un processus long et complexe et profond. Derrière le mot curiosité, il y a intérêt pour quelque chose. Envie d'en savoir davantage. Exact. Mais si la curiosité reste dans l'envie de savoir,
simplement pour le savoir pour le savoir, la curiosité peut aboutir à l'inhumanité. Parce que tant qu'elle n'est pas liée à l'éthique, oui, à ce qui est aux valeurs, la curiosité peut aboutir à l'inhumanité. Et c'est pour ça que, par exemple, pour terminer simplement, moi, dans mon travail à l'UNESCO, et puis maintenant aux droits de l'homme depuis longtemps, j'étais la semaine dernière à Lyon, il y avait un colloque à l'hôpital, dans un grand hôpital de Lyon, sur l'invitation à la beauté. Mais l'invitation à la beauté et le soin médical, c'était le titre. On a fait le colloque dans un hôpital. C'était de savoir, mais comment faire pour que l'art, la création artistique, soit un élément de thérapie, soit touche à des zones profondes que le médecin ne voit pas. Il fait son travail, le médecin, mais peut-être qu'il faut y aller. On a fait un beau colloque, très beau, exploratoire. Hein. On n'avait aucune réponse finale, mais on avait des réflexions. Et simplement, moi, ce que j'ai voulu amener là-bas comme contribution, c'est qu'il va falloir revenir sur cette notion de beauté, qui est aussi en train d'émerger en tant que nouvelle divinité, la beauté, on la cherche partout. Et revenir à cette notion que moi, l'UNESCO et mon travail à l'UNESCO, et ce que j'ai appris en écoutant, en frottant à la Chine, à la Mongolie, avec les routes de la soie que j'avais lancées il y a une vingtaine d'années, c'est que tant que, et c'est actuel, nous sommes dans un monde, dans un moment où la culture est un produit du marché, instrumentalisé par le néolibéralisme, comme les carottes ou la patate, ou le tableau de Picasso, etc. Et littéralement, lentement, cette vision esthétique de la forme, de l'expression, de la culture, déshumanise. Et donc, moi, je suis un militant pour revenir, je plaide aux trois dimensions liées de la culture, l'esthétique, l'éthique et le spirituel. C'est-à-dire que, je reviens à mon Afrique pour conclure, moi, vous avez des gens qui aiment les masques d'Ogon. Il y en a là, au musée de l'homme, ailleurs. C'est beau, les masques d'Ogon. Magnifique, comme ça, mystère. Et qui sont des racistes. Ils l'aiment. Comme ils aiment la mosquée de Casablanca être islamophobe, ou le chant juif être antisémite, etc. Et donc, je crois qu'il est urgent de revenir de manière critique sur ces concepts qu'on utilise comme ça, on en parle. Beauté, curiosité, machin. Et lentement, on nous vide de ce qui est fondamental, parce qu'on a le nouveau système de savoir déconnecte le savoir avec ce qui est en profondeur. Et juste une autre conclusion, on peut enrichir la discussion. Hein. J'ai lancé à l'UNESCO il y a en 1975, je venais d'arriver, hein, jeune diplomate sénégalais, le programme dont on parle beaucoup maintenant de la restitution des œuvres d'art. On en parle beaucoup, les gens parlent, voilà, machin. Bon, c'est moi qui ai présenté la première résolution en 74 ou 15 ou quelque chose. Et quand j'ai présenté la résolution sur la restitution des œuvres d'art, avec l'idée simple que la colonisation a été aussi le moment où beaucoup de biens culturels, je ne dis pas objets d'art, de peuples colonisés ont été dévalisés et amenés et mis dans des musées. Et donc je disais au nom de beaucoup de pays, voilà, nous pensons que le moment est venu de revisiter tout ça et puis de voir comment les objets qui sont symboliquement importants pour certaines cultures, qui n'ont pas été achetés légalement, mais qui ont été pillés, volés, puissent quand même, on trouve des moyens pour les ramener. Et que ça promeut le dialogue international et la compréhension interculturelle. Alors je me rappelle, le représentant de la France et de la Belgique m'avait dit, mais M. Dienne, si nous n'avions pas pris les masques d'Ogon et autres baoulés, on ne les aurait pas mis dans nos musées, mais ils seraient disparus, détruits. J'ai dit, merci monsieur, vous les avez sauvés, bravo.
Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi que, vous les avez sauvés parce que vous avez attiré par la dimension esthétique, vous voulez savoir l'esthétique qui vous a attiré, la forme expressive. Et vous avez pillé, vous avez, littéralement, pas chez nous seulement, chez les Mayas, ailleurs. Mais est-ce que vous savez que le masque Dogon qui est ici au musée a pour le Dogon une dimension spirituelle très profonde? C'est un objet religieux et spirituel, une sorte de divinité qui est absolument fondamentale. Et que celui pour qui cet objet a cette dimension, cette charge spirituelle, a certainement au cours des siècles développé les moyens de conserver et de préserver cet objet qu'il a créé. Et que donc oui, vous avez sûrement une technicité de restauration, mais il y a une motivation spirituelle pour que l'objet soit préservé et durable. Donc pour conclure, je dis que, et c'est votre question m'amène à ça, et je crois qu'il faut qu'on, ici à Poitiers, on sorte de là avec des questions. Il faut questionner toutes ces choses qu'on nous balance dans la figure et qui dominent, et qui littéralement nous vident de notre humanité. Et je reviens à mon concept fondamental, que la culture, telle qu'elle est pratiquée actuellement, consommée, qui fait que les lieux de la culture sont le canapé avec la télévision, le mall, les grands ensembles supermarchés, et le musée, tout lieu de consommation, on consomme. Mais que toute la dimension réflexive, humaine, émotionnelle, éthique, est lentement et de manière silencieuse en train d'être érodée. Et donc je crois que j'apporte ça juste pour vous. Désolé d'avoir été... Christophe Amboarqué, comment vous réagissez à ça par rapport à notamment les questions que vous posiez sur la démocratie aussi? Oui, mais je m'aimerais parler sur la curiosité. Je crois que deux choses que les humains, nous, vont maintenir plus que l'intelligence artificielle, ça va être l'émerveillement et la curiosité. Peut-être c'est un optimisme, que je trouve ça comme une caractéristique humaine. Peut-être ils vont avoir aussi la capacité d'émerveillement et de curiosité, les robots. Mais de toute façon, je crois que ça va venir en plus. Ils vont être, je te demande d'excuses d'appeler les robots d'animal. Ils sont des animaux logiques. Pas d'émerveillement et pas de curiosité et pas de spiritualité. Pourtant, je crois que la curiosité, ça doit être un des instruments plus importants pour être promis dans l'éducation. Le maire a parlé dans l'éducation. On doit aider les étudiants pas mal de choses. Penser, contester, s'émerveiller, avoir des bons rapports avec les autres. Mais la curiosité, ça doit être la principale façon de quelqu'un devenir un ser humain capable de contribuer avec le futur de l'humanité. Alors, je trouve que la curiosité doit être pratiquée. Bien sûr, il faut interdire des expériences qui puissent être contre la morale. Il faut avoir des limites éthiques dans la pratique de la curiosité, dans les expériences inspirées de curiosité. Mais la curiosité théorique, y compris esthétique, ça doit être promu au maximum. Du point de vue de la démocratie, ma curiosité est comment faire un système politique qui est né dans des villes, pas plus, les villes grecques, qui a marché très bien dans les États nationaux, depuis le 15e et peut-être. Comment ce système va fonctionner bien dans la planète, pour toute l'humanité, pas seulement pour un peuple. On a parlé beaucoup ici des citoyens.
On a besoin de quelque chose de plus que citoyen. Citoyen vient des villes, cités. Il faut avoir une planétanie quelque temps. Je ne sais pas comment avoir une planétanie. Et ça a une chose qui fait difficile. Pour avoir une planétanie, c'est-à-dire des démocraties nationales, mais sous des règles internationales, comment essayer avec l'accord de Paris, avec l'accord de Marrakech? Pour avoir ça, sont les présidents, les rois, les premiers ministres qui doivent faire l'accord international. Ils sont élus par des peuples, pas par l'humanité. Nous n'avons pas de président du monde, nous n'avons pas de président du demain. Le président, les maires, ils sont d'aujourd'hui et de la ville. Ça, c'est le problème. Comment on va arriver à ça? Mais il faut être curieux pour chercher une solution, pour la pratiquer, pour faire des erreurs. Et un jour, je suis optimiste, j'ai l'espoir, on va trouver une démocratie nationale qui fonctionne avec une humanécratie mondiale. Peut-être trop longtemps en avant. Peut-être aucun de nous va être vivant à ce temps-là. Mais je crois qu'un jour, la société humaine, pas nationale, elle va trouver une façon d'avoir une démocratie qui fonctionne aussi pour toute la planète et pour toute l'humanité. Il faut essayer. Et je crois que vous ici, en provoquant le débat, vous êtes en train d'aider, vous, l'espace, et nous qui sommes ici. J'espère donner ma contribution avec ma curiosité. Merci. Didier, tu veux poser des questions à nos amis? Oui, moi je voulais poser une question à Christophe, parce qu'on se connaît depuis une dizaine d'années. Alors je voulais savoir par rapport à la démocratie, parce que je voudrais revenir à ça, ce que vit le Brésil actuellement. Quand on voit le niveau d'enseignement supérieur et de recherche auquel tu as contribué en tant que ministre d'ailleurs, le niveau auquel vous êtes arrivé, quelle est cette contradiction ou cette ambivalence qui amène à élire un porteur de voix qui est contraire à ce que les universités, au sens générique du terme, nous apprennent? Est-ce que tu as une leçon à nous donner là-dessus? Je peux essayer quand même. Il faut dire que si j'avais la réponse, je serais ici comme sénateur réélu. Et je n'ai pas été réélu. J'ai eu 2 mandats et je ne suis plus sénateur. Mais il faut voir que c'était notre erreur, ou nos erreurs. Je n'aime plus d'appeler nous, la gauche, mais on va dire un groupe plus grand, nous, les démocrates et progressistes. Il y a des gauches, des gauchistes, des gauches, il y a quelques non-gauchistes. Nous avons commis plusieurs erreurs. Une des erreurs, c'est pas compris l'esprit du temps que Hegel parlait et que Morin aussi. Nous n'avons pas compris l'esprit du temps, la gauche. Nous n'avons pas compris qu'on a besoin de réformes dans les rapports travailleur-capital. On ne va pas finir avec le capital. Alors, on doit avoir des réformes. On doit avoir des réformes dans la prévidence, comment on dit en français, le système de retraite. On doit avoir des réformes. Je ne vais pas dire quelles réformes, mais ça ne peut pas continuer. Nous n'avons pas à être les leaders des réformes. La gauche au Brésil a été conservatrice du point de vue des réformes vis-à-vis du futur. Et quelquefois, il faut choisir qui va être le bénéficiaire. Nous n'avons pas
être sérieux avec les dépenses publiques. Le gouvernement, pas Lula était responsable, mais la présidente Dilma, elle a été irresponsable du point de vue fiscal. Et ça a donné un coup très fort, un coup du point de vue de l'inflation, que c'est terrible pour les pauvres. Il a donné un problème de récession, de chômage. On a dépensé, les gouvernements de gauche, plus de ce qui était possible. Il faut regarder que le keynésianisme, ce n'était pas une idéologie de gauche, c'était une idéologie que la gauche a utilisée, y compris en Latine-Amérique, avec beaucoup de succès. Mais il y a des limites. L'État, j'ai parlé de la démocratie comme un système qui est en train d'épuiser. L'État aussi. L'État est en train d'épuiser beaucoup de pays. Je crois que nous avons commis une erreur de ne pas comprendre que la mentalité du peuple, du point de vue des religions, est beaucoup moins moderne que la nôtre, vis-à-vis des problèmes que nous devons discuter, proposer, mais en train de respecter ce que le peuple pense. Du point de vue des maires, par exemple. Nous avons commis l'erreur de ne pas faire des accords avec le centre. Cette élection, par exemple, ce président de la droite, plusieurs ont parlé ici de qu'il ne faut pas respecter un président qui ne respecte pas la science. Le Brésil a un président aujourd'hui qui ne respecte pas la science. Il ne croit pas de l'évolution. Il ne croit pas. Il croit dans le créationnisme. Mais nous avons commis pas mal d'erreurs pour ne faire des accords avec le centre pour éviter l'élection de ce M. Bolsonaro. Nous avons perdu le sens d'utopie. Nous avons devenir des partis avec maintenir ce qu'on a gagné dans les dernières décennies, au lieu de dire il faut faire en avance, il faut chercher une utopie, mais dans les limites du possible politiquement. Moi, je défendais, et j'ai défendu ici une fois, que l'idée serait de la gauche devenir, peut-être pour vous, ça c'est une chose très ancienne, que ça vient du Ferry, l'ancien Ferry, Jules Ferry. Ça vient de Jules Ferry. Mais je croyais qu'être socialiste au Brésil, être progressiste et gauchiste, serait dire le fils d'une personne pauvre va étudier dans la même école que le fils d'une personne riche. Pour vous, c'est presque. Aujourd'hui, presque. Je sais que ça, il n'est pas du tout, parce que ça dépend du lieu où ils vivent. Mais de toute façon, je vais dire une chose. Il y a un joueur de football brésilien très connu qui a joué ici, dans le Paris Saint-Germain, ici à Paris. Et une journaliste lui a demandé quelle a été la chose qui a plus frappé vous dans les années enfance. Son nom est Raí, le joueur. Il a dit, ce qui m'a frappé plus, et j'aimais beaucoup, c'est que j'avais une femme travaillant dans ma maison et sa fille allait dans la même école que ma fille. J'ai été frappé avec cette affirmation parce que la sensibilité de ce monsieur Raí, je lui appelais et il confirmait ça. Je croyais que ça devait être la position plus radicale de la gauche, l'école égale, y compris peut-être la position radicale de dire on va finir avec les écoles privées. Dans 20 ans peut-être, toutes les écoles vont être publiques au Brésil.
ils vont être égaux. Mais la gauche ne voulait pas ça, y compris parce que les fils des gauchistes étudiaient dans des écoles privées, des bonnes écoles privées. Parce que les professeurs des écoles privées, des écoles publiques, ils n'accepteraient pas ça. Alors nous sommes très conservateurs dans quelque chose comme l'éducation, très conservateurs. Les gouvernements de Lula et de Dilma, j'étais son ministre par 1 an. Ils ne m'acceptaient pas plus d'1 an. Parce que j'ai voudrais un programme pour éradiquer l'analphabétisme et cette idée de faire des écoles fédérales. Fédérales au Brésil, c'est-à-dire du gouvernement fédéral. Au Brésil, les écoles sont municipales. Et je crois qu'avec l'inégalité que nous avons là-bas, d'un municipio à l'autre, l'enfant, il va avoir école au pas, dépendant des revenus de la famille ou de l'adresse de la famille. Alors, on a été conservateurs, nous n'avons pas parlé aucune chose d'une utopie. Nous avons donné des gains, mais des gains de revenus. Une chose formidable, on a fini avec la faim. Tout le monde reçoit un argent pour acheter de nourriture. Mais avec de l'argent, ça ne finit pas la dépendance. L'inflation finit avec les revenus. Ou le chômage mettre plus de gens, comme c'est arrivé. Alors, nous avons commis 2 erreurs. La victoire de ce M. Bolsonaro, qui est terrible pour le Brésil, on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer, mais de toute façon, ça a été le résultat des erreurs que tous nous, de la gauche, les démocrates, nous avons commis. Une autre erreur, c'est que jamais on a fait la critique, autocritique. Nous n'avons pas dit pendant les dernières années, nous sommes ou nous ne sommes pas en train de faire des erreurs. Il faut demander chaque jour dans la politique, surtout si vous voulez faire des changements, quelles sont vos erreurs. Nous n'avions pas. On demande les erreurs des autres, pas les nôtres. Ça va donner un grand cours. Mais 4 ans, ce n'est pas beaucoup dans l'histoire d'un pays. Et peut-être c'est 4 ans où nous devons apprendre quoi faire après. C'est ça. Merci beaucoup, Cristóvão Buarque, parce que ça nous a permis de voir quelles sont les questions qu'il faut se poser et qu'il ne faut pas cesser de se poser. Et merci à vous, de vos interpellations assez toniques.